Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Tout est sous contrôle. Aujourd'hui, nous continuons notre petit cycle d'épisodes sur l'open source. Nous allons parler un petit peu d'open source en France, la façon dont c'est adopté par les organisations, entreprises, mais pas uniquement les entreprises, aussi c'est le secteur public. Nous avons deux personnes avec nous aujourd'hui, petite nouveauté, d'habitude on n'a qu'un seul invité, je vais les présenter tout à l'heure. Vous allez voir, ça va bien se passer, beaucoup de choses intéressantes et grâce à nos deux invités, tout est sous contrôle. Donc, aujourd'hui, avec nous, nous avons Jérôme Merlédan et Cédric Ravalec. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Peut-être, Jérôme, vas-y. Donc, Jérôme Merlédan, je suis plus connu dans les communautés open source avec mon pseudo de Genma, G-E-N-M-A, où j'ai un blog, j'ai parlé d'hygiène numérique, de différentes choses, de Firefox OS à la grande époque, et voilà. Et donc, je suis dans l'open source depuis plus d'une vingtaine d'années, maintenant, je compte plus. Pour ceux qui ne savent pas, Firefox OS, c'était un effort de la fondation Mozilla pour fournir un OS pour les téléphones portables et autres périphériques mobiles. Qui n'a pas pris malheureusement. Et donc Cédric Cédric Ravalec. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'open source. J'ai rejoint l'aventure Open Source Expert, qui est une société spécialisée sur l'open source, qui amène du support et de l'expertise. Et j'ai créé déjà 2 startups dans le domaine de l'open source et travaillé donc plus de 20 ans dans le domaine du service. Voilà. D'accord. Merci. Et donc, dans le cadre d'Open Source Expert, ce que vous avez fait il y a quelques mois, je vais le montrer ici, je vais essayer de le tenir comme il faut, vous avez écrit et publié ce petit livre blanc qui est assez intéressant et je trouve que c'est pour ça que je voulais qu'on parle tous ensemble. Sur l'open source en France, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Avant de rentrer là-dedans, écoute, Cédric, tu me parlais tout à l'heure de un petit peu d'actualité, notamment de ce qui se passe aux États-Unis avec on va dire que 2025, ça va vraiment être l'année, je pense, en France et en Europe de la souveraineté, parce que avec le nouveau gouvernement américain qui arrive, se pose vraiment l'enjeu de la dépendance technologique à l'Europe et la France notamment vis-à-vis de toutes les technologies américaines. On dépend entièrement, notre IT et nos infrastructures dépendent énormément des technologies américaines. Et se pose vraiment la question de notre dépendance et quelles sont les solutions pour en sortir. Et c'est vraiment le sujet de cette année. Et donc, on a voulu initier, lors de l'événement Open Source Experience qui a lieu en décembre 2024, ce livre blanc, qui va être le premier livre blanc d'une grande série autour de la souveraineté et de l'open source, avec une introduction sur l'open source en France. D'accord. Effectivement, l'open source en termes de souveraineté, c'est quelque chose qui est vraiment un moyen assez intéressant pour assurer une souveraineté dans le monde du numérique de manière générale. Et ça fait partie des solutions, clairement. Oui, clairement. Et on voit d'ailleurs qu'en Asie, notamment en Chine, ils n'ont pas du tout cette dépendance. Ils ont développé leur propre distribution Linux, par exemple, et ils développent leur propre logiciel. Et on a vraiment un enjeu en Europe et en France, c'est vraiment d'investir et de développer ces solutions en partenariat avec les acteurs économiques de l'open source. C'est ce qu'on appelle un peu les communs numériques. Et donc, il y a un investissement assez fort au niveau de l'Europe et de la France pour développer ces communs. Et c'est un enjeu important. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail de ce livre blanc, on ne va pas le couvrir dans son entièreté aujourd'hui, mais ça parle des origines de l'open source, ça parle un petit peu de l'open source en France, quel est l'état des lieux, évidemment. Quels sont les acteurs qui sont visibles en France? Quels sont les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs? Parler aussi d'écosystèmes. Ça parle aussi des événements qui ont lieu autour de l'open source. Il y en a quand même quelques-uns qui sont assez intéressants. Et puis, il y a aussi toute une partie qui est expliquer les bénéfices de l'open source, comment on peut contribuer pas en tant qu'individu, mais en tant qu'organisation. Je trouve que c'est assez intéressant. Et là, tu parlais des communs. Effectivement, moi, ça, tout de suite, je passe un petit peu au milieu, voire dans le troisième tiers du livre blanc, sur les bénéfices de l'open source.
Les communs, c'est clairement un bénéfice dans les enjeux sociétaux, effectivement. Mais si on revient un petit peu en arrière, Jérôme, est-ce que tu peux nous résumer les bénéfices de l'open source pour une entreprise de manière générale? En fait, les bénéfices de l'open source sont liés au côté déjà open avec l'ouverture. On a un code qui est accessible, donc qui est potentiellement auditable par beaucoup de personnes. Il va y avoir des potentialités pour détecter des failles de sécurité et du coup pour les corriger par la suite. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a quelques années, c'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y avait tout un message qui était envoyé sur l'open source est moins sécurisé parce que de toute façon, on peut regarder le code, donc on peut trouver les failles, etc. Et donc là, en fait, c'était plus l'ouverture permet justement une meilleure sécurité où potentiellement quelqu'un peut regarder ou être amené à corriger, qui peut être indépendante de l'éditeur ou de la communauté qui est derrière le logiciel. Et ça va être reversé, ce correctif, dans le côté commun, en fait. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir en bénéficier. Il y a une personne qui paye de son temps ou avec son argent, etc., pour faire ce développement, mais après, ça bénéficie à tout le monde. C'est ça l'intérêt, en fait, un premier intérêt de l'open source. Ce côté ouverture et transparence du code aussi permet de savoir qu'est-ce qui est réellement fait par rapport à l'exploitation des données, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont remontées sur des serveurs obscurs, SaaS ou autres. Donc ça, c'est une première chose. Il y a le côté évolutivité aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, et adaptabilité, on va pouvoir faire évoluer le code pour répondre à des besoins en développant des plugins ou autres. Et ça, ce côté ouverture est soumis à licence avec un côté reversibilité, où là, je vais reverser après ces développements, ces améliorations pour le bénéfice de tous. Donc un petit peu plus compliqué que ça par rapport aux licences où il y a des choses plus ou moins restrictives. Selon les licences. Voilà, selon les licences. Mais tout ça vient en fait à l'origine du logiciel libre et c'est ce qu'on explique en fait dans la genèse de comment on est passé du logiciel libre de Richard Stallman des années 80 au côté open source, d'où le nom du livre. Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire un focus sur l'open source en France en montrant voilà, que l'open source est présent en France et c'est quelque chose de très vivant et d'où ce livre blanc. D'accord. Dans les bénéfices, là, tu as parlé des bénéfices. Alors, c'est pas des bénéfices techniques, mais effectivement, c'est en fait les choses qui viennent assez naturellement avec l'open source, le travail très collaboratif. Pour ce qui peut assez intéresser aussi les entreprises, c'est les bénéfices qui sont économiques par rapport à ça. Et on parlait aussi des bénéfices sociétaux. Dans les démarches RSE, par exemple, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, l'utilisation de l'open source. Mine de rien, ça a un impact positif au niveau du RSE. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? C'est que justement, le côté bénéfice, en fait, ça va être le côté mutualisation, où sur un développement donné, des grands groupes vont pouvoir s'associer pour demander en fait, et financer un développement qui va être commun pour tous, plutôt que chacun en fait, demande à un éditeur des développements spécifiques. Là, il y aura une mutualisation. Ça peut être aussi la rationalisation avec, en utilisant l'open source, on va avoir plus de transparence sur les modules qu'on peut configurer ou intégrer, et donc avoir une empreinte en fait, numérique et carbone plus réduite, en fait, en faisant par exemple des compilations de noyaux ou plus spécifiques, en réduisant l'empreinte. Il peut y avoir quoi d'autre comme bénéfice aussi, ce côté indépendance, en fait, on n'est pas soumis à une licence de l'éditeur. En fait, on va pouvoir acheter du support et d'expertise auprès de l'éditeur, mais on n'a pas une licence qui peut faire x3 d'une année sur l'autre, comme c'était le cas par exemple pour VMware, où il y a eu un rachat et puis les licences VMware ont explosé. Là, avec des équivalents côté open source, en fait, on va avoir un financement, mais qui ne porte pas sur la licence même en fait, du produit, mais sur un accompagnement par l'éditeur. Ça, c'est assez intéressant aussi. Je pense qu'il faut creuser. Il ne faut pas se dire que l'open source, c'est gratuit pour une entreprise. Parce que c'est possible, hein, mais en fait, il y a toujours des coûts qui sont cachés. Simplement, ça nécessite du temps de quelqu'un, par exemple. Donc, il y a des coûts. Par contre, il n'y a pas le coût de la licence, effectivement, généralement. Et on va plus se tourner vers de l'assistance, de l'accompagnement, des services. Il y a plusieurs business models. Oui, il y a plusieurs business models. Mais quand on parle d'open source, entre guillemets, d'une solution open source à 100%, ça va être le cas. Est-ce que je voulais juste rebondir sur ce que tu présentais, ce que tu disais, Jérôme. C'est ce qui est très intéressant en France, c'est qu'il y a une association qui s'est créée qui s'appelle le TOSIT. Et c'est une association qui regroupe les grands acteurs, aussi bien secteur public que secteur privé, qui utilisent l'open source, voire qui contribuent et qui développent des solutions open source. Donc il y a par exemple Orange, la SNCF, le Crédit Agricole, France Travail, qui en font partie. C'est des très grands groupes, effectivement. Ouais, c'est plutôt des grands groupes qui en font. Mais ce qui est une bonne chose, ça donne une dynamique, on va dire, et un sens. Et ils travaillent ensemble.
pour promouvoir l'open source, pour avoir des retours aussi d'expérience entre eux sur la mise en œuvre de ces solutions. Et voilà, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est une très très bonne initiative en France. Et c'est quelque chose qui se développe assez fortement et ils mènent pas mal d'actions. Ils étaient d'ailleurs présents à l'Open Source, Source Experience. Ils étaient présents. Et on retrouve quelque part ce qui est assez intéressant, c'est une notion communautaire. En fait, le TOSIT n'a pas de vocation particulière à part se regrouper, justement, avoir ces échanges entre eux et s'entraider et progresser. Et ça va vraiment dans l'état d'esprit de l'open source. Oui, et puis je crois qu'il y a un besoin aussi, c'est-à-dire que quand un acteur économique prend une solution logicielle et qui paye donc une licence, c'est souvent l'éditeur qui crée le club utilisateur pour que les clients puissent échanger. Et dans le cadre de l'open source, comme la plupart du temps, il n'y a pas d'éditeur, il peut en avoir un, mais pas tout le temps, ça permet à ces acteurs, à ces clients, à ces consommateurs de l'open source de pouvoir se rencontrer. Donc c'est un peu les clubs utilisateurs de l'open source pour les grands comptes. Tout à fait. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est apparu ces dernières années et qui est de plus en plus présent. C'est ce côté regroupement en fait autour d'organismes. Donc, le TOSIT, c'est une association. On a en fait le CNLL, qui est le Conseil national du logiciel libre, où là, c'est différents en fait industriels, mais plutôt côté éditeurs et fournisseurs de services autour de l'open source qui s'associent pour se fédérer. On a des déclinaisons comme le Hub systématique du côté Paris, le Plocera du côté de la région lyonnaise, mais de toutes les régions de France en fait ont ces systèmes en fait de groupement où les industriels parlent entre eux et se disent tiens, il y a tel développement qui peut être fait, une mutualisation, et une entraide aussi avec j'ai tel client qui cherche telle solution, moi je ne sais pas y répondre, mais dans mon réseau de partenaires, je vais amener ça. En fait, et c'est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est plus dans de l'open source en fait, communautaire à l'ancienne, avec le côté logiciel libre, qui amenait la confusion avec logiciel libre égale gratuit. On est dans un côté, il y a des industriels, des fournisseurs de services, et moi, en tant que client final, donc en fait une entreprise ou autre où j'utilise de l'informatique, mais ce n'est pas mon métier premier, je vais pouvoir m'appuyer sur ces industriels-là qui, eux, connaissent le métier, ont l'expertise et vont pouvoir me fournir des services et de l'accompagnement sur la base de logiciels open source. Et donc, je retrouve le côté souveraineté, indépendance, etc., qui est permis par l'open source, mais avec le côté sécurisé de j'ai un industriel, j'ai une assurance, j'ai un support, j'ai un guichet qui va pouvoir me répondre en fait à mes problématiques informatiques, j'ai quelqu'un à qui téléphoner et avec des engagements en fait contractuels. Et ça, c'est essentiel effectivement pour les utilisateurs quand on est une entreprise, qu'on a une solution qui est au cœur de son SI. Si on utilise un composant pour lequel on n'a aucun acteur vers lequel se retourner, s'il y a un problème, c'est un risque, mine de rien. Alors que justement, si on a quelqu'un avec qui on peut interagir et après avoir du soutien, de l'accompagnement lorsqu'il y a un problème, là, on sait que on n'est pas son SI risque. C'est aussi l'objet d'Open Source Expert, la société qu'on a créée. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'écosystème open source et l'ensemble des acteurs, c'est très fragmenté. Oui. Pas seulement qu'en France d'ailleurs, même au niveau mondial, c'est assez fragmenté. Et pour un donneur d'ordre, un client, c'est assez compliqué parfois de trouver en effet les bons interlocuteurs sur telle ou telle solution open source qu'ils ont choisi d'implémenter dans leur système d'information. Et donc là, l'objectif finalement, c'est de pouvoir créer un écosystème d'acteurs à travers Open Source Expert pour pouvoir répondre à ces demandes de clients d'expertise ou de support. Ça simplifie la démarche pour le client et ça lui donne un point de contact unique et ne pas devoir aller chercher la bonne expertise sur tel ou tel sujet. Je souhaitais aussi revenir sur un autre point important et une initiative aussi, c'est les OSPO. Donc c'est des Open Source Program Officers qu'on va retrouver chez les grands comptes aussi, qui consomment et qui utilisent beaucoup l'open source. Ce sont des personnes qui sont en charge de définir la stratégie, la politique open source de ces grands comptes. Donc on les retrouve souvent d'ailleurs au TOSIT, c'est responsable d'OSPO. C'est naturel. Mais donc c'est une très bonne aussi initiative de s'être organisée sous forme d'une alliance. Donc ça a été poussé par la fondation Eclipse, si je ne dis pas de bêtises. Et OW2 et plusieurs organisations. Oui. Exactement. Et donc je souhaitais aussi le préciser. Il existe des structures pour aider les sociétés à se structurer, avoir une stratégie en termes de licence, en termes d'implémentation autour de ces composants logiciels. Ouais, par exemple, l'OSPO, ça donne lieu à un chapitre dédié en fait, au sein du livre blanc, où le but c'était vraiment de dire de donner en fait plein de pistes pour expliquer c'est quoi la genèse de l'open source,
c'est quoi un OSPO, en fait, un programme. Le but, c'est de dire, voilà, il y a cette notion-là, ça donne en fait un pointeur pour après pouvoir creuser. Il y a des sites internet dédiés qui expliquent toute une démarche, etc., de comment on met en place ce programme-là, mais il faut déjà avoir cette notion-là, de savoir que ça existe, cette notion d'OSPO. Et en fait, là, on va vraiment entrer sur comment on organise sa relation à l'open source, établir une stratégie vis-à-vis de l'open source au sein de l'entreprise. Ça, c'est effectivement, c'est au lieu d'avoir des choses très éparses, quelqu'un qui va centraliser ou une équipe qui va centraliser ce sujet-là et aussi se faire l'avocat de comment expliquer à tout le monde pourquoi on utilise de l'open source, quel est l'intérêt, etc. etc. C'est très. Oui, parce qu'il y a des enjeux, juridiques, hein, parce que l'open source, c'est aussi des gros enjeux en termes de licences. Il existe énormément de licences sur les logiciels open source qui sont amenés à être utilisés. Et ça, c'est un enjeu important. Surtout si l'entreprise, par exemple, a pour vocation de développer des offres sur le marché basées sur des composants open source. Je pense à Thales, par exemple, hein, mais ça peut être aussi des constructeurs automobiles qui utilisent l'open source dans leur véhicule. Donc cet enjeu et cet impact des licences open source, c'est un point extrêmement important. Mais aussi, tu en parlais tout à l'heure, hein, sur la partie support et expertise, comment on s'organise. Oui. Voilà. Donc ça, il joue un rôle important, les OSPO. Ouais. Et puis l'OSPO aussi va amener l'esprit open source au sein d'une entreprise. Et donc du coup, il peut potentiellement dire, voilà, il y a peut-être des logiciels internes qui peuvent être utilisés à d'autres. Et on va les libérer, donc en fait les mettre sous licence open source pour amener à la création en fait de communautés ou d'apports extérieurs, donc des contributions. Et ça, c'est aussi un volet important en fait de l'open source. On passe de consommateur à consomme-acteur. Donc c'est de dire, voilà, maintenant que je suis impliqué, j'ai des connaissances, etc., il y a peut-être des choses que je peux reverser à la communauté. Reverser, c'est ce qu'on appelle des contributions. Ça peut être tout simplement du code, amener des patchs, des correctifs, des nouvelles fonctionnalités, mais aussi tout simplement de la traduction. Si le logiciel est par défaut en anglais, le traduire en français ou dans d'autres langues pour avoir une accessibilité et permettre l'usage en fait par tout à chacun. Il y a le côté documentation qui est très important. Et documentation, c'est pas uniquement faire des tutoriels, ça peut être des conférences, des retours d'expérience. Ce qui est intéressant, donc dans des grands salons informatiques qui peuvent être généralistes comme l'Open Source Experience ou thématiques sur les communautés Kubernetes ou autres, ou OpenStack ou que sais-je, vont amener en fait des retours d'expérience en disant, moi, gros industriel, j'ai pu mettre en place en fait tel cloud basé sur telle technologie pour 100 000 postes. Et voilà comment j'ai fait. Le but, c'est pas de donner en fait tout le détail et les secrets industriels, mais de dire c'est faisable sur ces briques-là. Et après, un autre va dire, ah, comment tu as réussi, ou quelle techno tu as utilisé, pourquoi ça, etc. On est vraiment sur le partage de connaissances, l'entraide dans ce genre de choses. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que pour une même problématique, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, si on prend par exemple un cas que moi je connais bien, c'est Nextcloud, il y a plein de façons d'installer du Nextcloud sur la partie gestion de stockage. Est-ce qu'on met du Ceph, est-ce qu'on met du S3, la base de données, est-ce qu'on fait du cluster, etc. Et les gens sont demandeurs de ce retour d'expérience pour dire, voilà, moi, j'ai buté sur telle problématique, etc. Il y a un côté entraide, et c'est aussi c'est des professionnels qui parlent à d'autres professionnels, et ça rassure aussi les décisionnaires. De dire, ok, il y a de l'entraide, il y a du support, il y a des réponses techniques qui vont m'amener à avoir un SI stable sur ces bases open source. Oui, il y a tout un chapitre sur comment contribuer dans le livre blanc qui, je pense, démystifie bien la chose, parce que ça, souvent, on se dit, ok, j'utilise de l'open source, mais on ne pense pas à faire l'étape d'après qui semble pas naturelle et qui pourtant n'est pas très compliquée. Contribuer, comme tu le dis, il y a beaucoup de façons de le faire. C'est pas uniquement fournir du code. C'est bien de fournir du code, évidemment, mais c'est pas uniquement ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça mérite de se pencher sur ce chapitre pour comprendre que chacun peut participer et chacun a de la valeur à apporter, effectivement. Ouais, puis je pense là-dessus, l'État le sait, hein, et quand il passe des appels d'offres pour développer des fonctionnalités dans les logiciels open source, c'est une manière aussi pour eux de contribuer, et de faire évoluer le produit et d'investir essayer de définir des communs. On le voit parce que parmi les membres fondateurs de OSE, on a la société FactorFX qui développe un logiciel qui s'appelle OCS Inventory, par exemple. Et ils sont amenés à travailler sur l'amélioration de ce produit et ils sont financés par leurs clients en grande partie. Donc c'est une manière aussi de contribuer. Ça, c'est un soutien économique local. Effectivement, on retombe sur le sujet de souveraineté d'une certaine façon. C'est un cercle assez vertueux ici. C'est à la fois, on a notre propre indépendance d'un point de vue souverain et en plus, on encourage l'économie locale. Ça a beaucoup de sens.
Et je pense que l'Europe essaie de définir une politique claire pour savoir voilà, sur quel produit investir d'un point de vue européen. Et voilà, je pense que là, il y a besoin d'une dynamique assez forte. Et alors là, quelque part, tu me tends la perche pour faire une transition sur tout ce qui est, on va dire, des aspects, j'ai qualifié ça de réglementaire, c'est pas vraiment le bon terme, mais qui encouragent l'utilisation de l'open source en France et en Europe. Il y a plusieurs choses, encore une fois, c'est bien dans le livre blanc. De mémoire, ça parle d'une circulaire qui avait été mise en place en 2012 par Jean-Marc Ayrault à l'époque. Il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez quelques détails à partager là-dessus? Ce qu'on peut dire, je pense nous, on travaille beaucoup. Alors sur la partie publique, on répond à des appels d'offres et c'est vrai que les donneurs d'ordre publics se doivent, quand ils rédigent leurs appels d'offres, voilà, de laisser l'ouverture à l'open source. Ça, c'est un point important. Ils ont l'obligation parce que l'open source puisse répondre. Donc ça, c'est une ouverture assez importante. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans le secteur public, dans le SI, l'open source est extrêmement présent et continue à se développer assez fortement. Mais c'est aussi le cas dans des structures plus privées, où là, par exemple, on est en train de répondre à un gros appel d'offres pour un gros opérateur qui se pose la question de développer une solution open source basée sur des composants déjà existants pour gérer l'ensemble de leurs assets voilà, dans leur système d'information. Je pense aussi que c'est le cas dans votre société où voilà, il y a aussi un référentiel de solutions open source qui oui, sont recommandées, effectivement. Tout à fait. Tout à fait aussi. Il y a tout un ensemble de choses. À l'initiative d'ailleurs de la DGFiP, le ministère des Finances. Tu peux en parler parce que tu connais très bien ce Oui, en fait, il y a le SIL, c'est le socle interministériel du logiciel libre, qui est en fait un ensemble de logiciels de référence qui sont utilisés dans les ministères. Et pour chaque logiciel, il est indiqué une petite fiche descriptive des fonctionnalités. Et il y a le nom d'un porteur, en fait, qui est en fait un référent au sein d'un ministère qui dit voilà, c'est moi qui ai la connaissance, qui sont en lien avec les communautés, qui va pouvoir vous accompagner sur si vous avez des bugs ou des problématiques autour du logiciel pour comprendre qu'est-ce qu'il fait. Et on voit aussi, il y a de plus en plus maintenant dans l'OSPO, c'est je mets en place une stratégie open source pour bien l'utiliser, etc., pour bien comprendre. Et l'étape d'après, c'est d'avoir une politique open source first, en disant voilà, maintenant, dès lors que je vais faire évoluer moi aussi ou mettre en place un nouveau logiciel, je vais challenger en fait les solutions open source pour voir est-ce qu'il y en a une qui pourrait répondre à mon besoin ou qu'est-ce qui manque pour qu'elle réponde. Est-ce que ces petits manques en termes de fonctionnalité ou autres, ça peut être fait par des développements que je peux financer ou cofinancer. Et si vraiment, en fait, la solution n'y répond pas ou la maturité est insuffisante pour répondre, alors là, je vais m'intéresser à des solutions propriétaires. Mais vraiment, c'est une politique qu'on retrouve de plus en plus dans de grands comptes ou dans de grands organismes, de dire, voilà, pour avoir cette indépendance, c'est open source first. Et ça passe par des méthodologies voilà, d'analyse, par exemple la méthodologie QSOS, qui est une méthodologie de qualification en fait, des logiciels open source, pour dire, voilà, on fait une comparaison et on dit, voilà, par rapport à mes besoins, c'est telle solution qui ressort. Je reviens juste sur le SIL très rapidement. Oui. En fait, donc ça, c'est un référentiel qui est fait par les ministères. Pour entre guillemets, on pense que ça peut être utile que pour le secteur public, mais je pense que pour le secteur privé, c'est aussi intéressant d'aller revoir là-dedans, parce que quelque part, si c'est recommandé de ce côté-là, c'est aussi pertinent côté privé. Donc, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes, qui méritent la peine d'être regardées. Oui, il y a tout un système de filtres en fait, et il y a tout un panorama. Ça va des usages de la bureautique, mais aussi à des usages en fait en termes de cloud, d'infrastructure. Ça couvre vraiment toutes les couches en fait d'un SI informatique. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont aussi mis à disposition sur Internet l'ensemble des études qui ont été menées durant les contrats voilà, de support et d'expertise, qui sont faites sur les logiciels open source sur différents domaines fonctionnels, que ce soit donc la bureautique, le cloud, et on peut retrouver ces études et ces comparaisons de solutions open source sur Internet. Vous retrouverez voilà, dans le guide l'URL pour accéder à l'ensemble de ces études. Ouais. C'est sur la forge de l'Adulac, en fait. L'association Adulac, en fait, a une forge, et donc on retrouve l'ensemble de ces mémoires. En fait, on appelle ça des mémoires de veille, et donc il y a différentes thématiques. L'Adulac, c'est une association qui est très active en France depuis... très longtemps. De nombreuses années. Et en fait, c'est qui porte l'open source auprès de tout ce qui est collectivité. Tout à fait. Donc ça va de la mairie au département, aux régions. Voilà. C'est une association dont on n'entend pas forcément souvent parler quand on n'est pas au courant, mais qui a un rôle vraiment prépondérant. Si on regarde le secteur de l'open source en France d'un point de vue économique, d'un point de vue les différentes entreprises, la part de marché, etc. Déjà, historiquement,
quels sont les premiers acteurs, donc les premières entreprises open source qui sont apparues en France? Vous avez des exemples qui vous viennent en tête? La première société, c'était une société de service qui s'appelait Alcove. À l'époque, on appelait ça des SS2L, Société de services en logiciel libre d'ailleurs. Ça date des années 96, en 1996, voilà, avant la bulle d'Internet. Ça date, oui. Voilà, donc ça a été la première société en France, en tout cas, qui s'est créée pour amener du service et de l'expertise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'open source, le terreau de l'open source, c'est vraiment l'infrastructure IT. C'est après, on est arrivé sur la partie plutôt poste de travail, LibreOffice. C'est assez cohérent avec l'historique de l'open source, qui quelque part, c'est grâce à l'open source que le web a pu fonctionner. Exactement. La base du web, c'est l'open source, ce sont des briques open source. C'est ce qui a fait que ça marche, et après, c'est rentré dans l'entreprise, et après, c'est devenu une norme, et ça s'est popularisé à tous les niveaux, mais ça a vraiment commencé par l'infrastructure, effectivement. Exactement. Et ça a donné lieu, donc ce terreau-là a donné lieu à beaucoup d'éditeurs. Centréon en fait partie, parce que l'histoire de Centréon, je ne sais pas s'il y a eu une vidéo sur le sujet, mais ça a été deux stagiaires qui étaient dans une société de services informatiques qui, sur la base de Nagios, si je ne dis pas de bêtises, mais tu l'es peut-être mieux que moi, ont développé... à l'époque, il y a très longtemps, parce qu'il n'y a plus du tout de Nagios maintenant. Mais... D'accord, bon, je ne savais pas, mais voilà, mais beaucoup de produits open source se sont développés autour de ça, que ce soit OCS Inventory ou d'autres. Et voilà, c'est le terreau. Vraiment, l'infrastructure, c'est le terreau avec la messagerie, avec le web, toutes ces solutions-là. Et je pense qu'à l'époque, les grands groupes ne croyaient pas à l'open source et disaient non, mais l'open source, il n'y en aura jamais chez moi, c'est pour les universitaires. Alors que finalement, il y en avait, mais ils ne le savaient pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, maintenant ça change un petit peu, mais quand on voulait utiliser un produit, il fallait l'acheter. C'était le droit d'usage. Maintenant, il y a cette notion de service en mode SaaS, mais à l'époque, le SaaS n'existait pas. Donc, si on voulait déployer une infrastructure, il fallait passer par les achats et donc acheter des licences. Or, l'open source, finalement, contournait cette problématique. Et donc, on avait des administrateurs système dans des grands comptes. Je pense à des sociétés comme Total ou comme Carrefour, qui à l'époque disaient mais non, il n'y a pas d'open source chez moi, alors qu'en vérité, il y en avait, mais ils n'étaient pas au courant. C'est un peu du shadow IT quand même, ça. Oui, mais ça s'est développé comme ça. Ouais, et c'est parce qu'on n'entendait pas parler et que ça tournait qu'ils se sont rendus compte, mais finalement, ça fonctionne, c'est pérenne, c'est stable. Et ça s'adapte, c'est sécurisé. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Ce que tu dis, ça me fait penser, il y a un chiffre dans le livre blanc, je crois que c'est 70% des entreprises déclarent utiliser de l'open source. Ouais. Alors ça m'a marqué parce que ça peut sembler beaucoup, et en même temps, moi je pense que c'est 100% des entreprises qui utilisent l'open source. C'est juste 100%. Il y en a 30% qui n'en ont pas conscience. Exactement. C'est ça, c'est assez intéressant. Il y en a partout. L'open source, maintenant, il y en a partout. Oui. Et il y en a, alors, ce qui est important de voir, c'est que là, on parle depuis le début vraiment de l'informatique, ce que j'appellerais l'informatique de gestion, d'accord, mais aussi dans l'embarqué, l'informatique industrielle, donc l'informatique qu'on a dans les caméras, qui nous filment, dans les véhicules. L'open source est omniprésent maintenant. C'est partout. Ils ont connu une révolution il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée de Linux, et pas que d'ailleurs. Maintenant, il y a Zephyr, il y a d'autres OS open source qui arrivent sur le marché de l'embarqué. Et l'embarqué, l'informatique industrielle, l'open source est aussi extrêmement présent. Il n'y a pas que l'informatique de gestion. En fait, toutes les startups à l'heure actuelle qui se fondent en fait sur Internet utilisent des briques open source. Après, l'offre de service n'est pas open source, mais les logiciels derrière le sont. On voit Facebook, en fait, c'est 90% d'open source, mais c'est les 10%, c'est la valeur ajoutée, c'est le réseau social, la partie couche en fait applicative qui est là et privée, mais en dessous, tout le reste est open source. Et jusqu'au data center où ils reversent en fait les modèles des cartes mères de leur serveur pour dire voilà, il y a une meilleure efficience énergétique, etc. Je libère le plan le design de la carte mère pour que d'autres industriels se mettent dessus et l'optimisent, et moi j'en tirerai bénéfice aussi. Exactement. Facebook, Meta maintenant, c'est un très bon exemple parce que c'est ce que tu dis. Ils ont 10% qui est vraiment la valeur ajoutée. Tout le reste, ils n'hésitent pas à le libérer, à le rendre disponible à tout le monde. Et c'est un grand acteur de l'open source. En fait, on n'y pense pas. Bon, quand on utilise les services de Meta, on n'y pense pas forcément, mais c'est un très grand acteur de l'open source en termes de tout ce qu'ils ont contribué à publier et tout ce qu'ils ont fourni. Et en fait, ils ont compris que ces parties-là, qui sont purement techniques, il y a de la valeur, mais il n'y a aucun intérêt pour eux de ne pas le partager. Au contraire, ils bénéficient à le partager parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent l'enrichir.
Donc bah, ça, c'est on a le cas aussi avec Netflix, en fait, qui partage de façon très théorique, mais dans des PowerPoint, tous les schémas de nos architectures système et réseau, en disant voilà comment on optimise la compression des flux, les outils qu'on utilise. C'est 100% de briques open source. Netflix a beaucoup contribué aussi à la façon dont on travaille sur le cloud. Je me souviens de Chaos Monkey, qui d'un point de vue philosophie du cloud, ne pas hésiter à se dire que n'importe quoi peut tomber à n'importe quel moment, il faut que ce soit résilient, du coup. Donc leur architecture, elle est très très résiliente. Et ça donne des bons cas d'usage pour voir un petit peu d'inspiration, pour se dire voilà comment je peux faire les équivalents en fait au sein de mon SI. Ouais. Alors il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, mais qui me semble aussi important. C'est une certaine forme de contribution, on pourrait dire, mais on nous pose souvent la question, c'est lorsque je tombe sur un bug, il y a quelque chose qui ne tourne pas comme il faudrait sur le produit, comment je fais pour le corriger et comment je fais pour que la correction que je développe ou que je fais développer soit reversée dans la version officielle ou dans la roadmap officielle, on va dire, du produit. Ça, je crois aussi, c'est un enjeu très important dont il faut parler. On a le cas, par exemple, sur LibreOffice, qui est la suite open source les plus utilisées au monde. Je t'interromps d'ailleurs, je t'en prie. Parce que encore il n'y a pas longtemps, je lisais un article, on parlait d'OpenOffice. Ça, c'est assez intéressant de voir que on a du mal quand même à passer de OpenOffice à LibreOffice. Il y a des gens donc les deux projets existent. LibreOffice, c'est un fork d'OpenOffice. Mais LibreOffice, c'est celui qui est vraiment très actif. C'est celui qui est, entre guillemets, recommandé maintenant à utiliser. Ouais, alors dans le monde de l'open source, il y a beaucoup ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire à partir d'un projet initial, il y a des branches, voilà, et des groupes de personnes ou des sociétés privées ou publiques, voilà, qui vont faire une version spécifique. Donc c'est vrai que ça bouge beaucoup dans ce domaine-là, pour plein de raisons. On ne va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais en effet, sur la partie bureautique et suite bureautique, en effet, avant c'était OpenOffice, maintenant c'est LibreOffice, voilà, qui a le vent en poupe, on va dire, et qui devient la référence en termes de suite bureautique. Et donc je t'ai interrompu, pardon. Non, mais je t'en prie. Non, mais je vais juste revenir là-dessus parce que donc c'est une suite bureautique qui est extrêmement utilisée dans les ministères français, mais pas que, en Allemagne aussi énormément, et que ils sont amenés parfois à tomber ou à vouloir faire évoluer cette suite ou à corriger certains bugs. Ouais. Et pour eux, c'est vraiment un enjeu de trouver les gens qui ont la compétence pour développer ces corrections et après qui ont les relations pour discuter avec la communauté LibreOffice pour reverser. Voilà. Et c'est aussi un des rôles qu'on a et qu'on a voulu créer, c'est-à-dire qu'un client qui utilise un produit et qui tombe sur des problématiques en utilisant des bugs, souhaite trouver le bon interlocuteur. L'objectif aussi de la structure qu'on a créée, Rose, c'est aussi de répondre à ça. Et sur LibreOffice, c'est vrai que les relations qu'on peut avoir ou qu'on peut mener avec ces différentes associations ou fondations, c'est vraiment un plus. Et ça, je pense que le client, il a besoin d'être accompagné. Il y a un besoin d'expliquer comment ça fonctionne et d'avoir les bons interlocuteurs dans ce domaine-là. Et ça, je crois que c'est important de faire les bons choix pour un client final quand il souhaite travailler avec une entreprise, de travailler avec une entreprise qui a ses relations, cette compétence technique, bien sûr, pour maîtriser le produit, faire ses développements, mais aussi la capacité à aller discuter avec les communautés pour reverser ce qui a été développé. Parce que si vous ne le faites pas, le problème, c'est que finalement, on va avoir ce que j'expliquais tout à l'heure, un fork, c'est-à-dire que vous allez faire un produit à part et vous allez vous-même devoir gérer la maintenance et l'évolution. C'est là que ça devient compliqué parce que chaque organisation n'a pas la capacité de le faire, effectivement. Ouais. Donc ça, il faut bien y penser. Ouais, on parlait de maintenance là, de logiciels open source. Il y a une problématique aussi, c'est que l'open source évolue très vite. Et donc, du coup, il y a de plus en plus maintenant, en fait, depuis une dizaine d'années, de versions en fait, qu'on peut appeler LTS, Long Time Support, ou version dite entreprise, où on va avoir des versions en fait, qui évoluent très vite, où tous les 6 mois, on a une nouvelle version, où là, c'est faisable pour des petits SI, etc. Et des versions en fait, qui sont maintenues sur plusieurs années. Et là, c'est soumis plus ou moins à des accords avec un éditeur ou des partenaires ou autres qui vont garantir que la version elle va être stabilisée et corrigée en termes de sécurité ou de bugs pendant 5 ans. Les fonctionnalités n'évolueront pas, mais on aura en fait un accompagnement, une sécurisation de ce socle qui permet de dire voilà, pendant 5 ans, j'ai une souche en fait, qui n'évolue pas ou très peu, et après, 5 ans plus tard, je prévois la montée en version supérieure avec l'accompagnement et je bénéficie des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est un modèle économique et c'est important savoir que maintenant, l'open source, c'est beaucoup plus industrialisé et il y a beaucoup d'entreprises qui font cet accompagnement-là
Et c'est pas uniquement des logiciels où ça change tout le temps. On a des socles pérennes dans le temps. C'est assez important parce que tu parlais tout à l'heure d'open source qui est utilisé partout, par exemple dans le secteur automobile, et c'est un exemple assez intéressant. Maintenant qu'il y a beaucoup d'informatique dans une automobile, on ne peut pas se dire que y a tous les composants informatiques qui vont changer tous les 6 mois dans ma voiture. Ce serait un petit peu inquiétant. Et donc, ça me rappelle un petit peu mon expérience personnelle chez un éditeur Linux où finalement, une grosse partie du business model, c'était d'avoir une version LTS qui est maintenue pendant 13 ans à l'époque. Maintenant, je crois que c'est un peu plus. Mais faut se dire, qui est capable de maintenir le noyau Linux d'un point de vue sécurité, fonctionnalité, etc. sur une telle période d'année? C'est pas chaque organisation qui peut le faire, c'est pas réaliste. Par contre, effectivement, on s'appuie sur un éditeur et là, ça fonctionne. Oui, là, on a en plus un excellent exemple là-dessus avec ce qui s'est passé l'année dernière sur le rachat de VMware par Broadcom. Parce que il n'y a pas seulement cette notion de coût de licence, le fait qu'ils ont été un petit peu, même très brutal, on va dire, dans leur changement de stratégie de licence et de coût. Je parle de Broadcom vis-à-vis de VMware et des clients de VMware. Mais c'est surtout qu'il y avait certains acteurs, notamment industriels, qui utilisaient VMware pour développer des produits et des solutions. Et qui, dans ce cadre-là, devaient supporter pendant X années la solution qu'ils avaient vendue à leurs clients basée sur du VMware. Et avec ce changement maintenant de stratégie de licence, ils ne peuvent plus le faire. Donc je pense qu'un des avantages de l'open source, c'est que vous faites évoluer votre socle à votre rythme et vous ne dépendez pas d'une stratégie commerciale d'un éditeur. Ça, je crois que les gens qui ont utilisé VMware dans le domaine industriel, vraiment, ça les a échaudés ce qui s'est passé. Ils sont en train de changer leur fusil d'épaule, non pas seulement pour des questions de coût, mais aussi de dépendance vis-à-vis de cette technologie. C'est un enjeu stratégique, en fait. Effectivement, ce n'est pas uniquement financier, c'est vraiment lié à la santé de l'entreprise. Et si on disait au tout début que l'open source, c'est pas uniquement gratuit, c'est vrai que les coûts sont déportés. Ce qu'il faut voir, c'est que ce côté indépendance aussi ne veut pas dire accumuler de la dette technique. C'est qu'il faut quand même s'appuyer sur des industriels, des entreprises, les éditeurs, etc. Où, au lieu de payer une licence, c'est je paye un support, un accompagnement pour pas en fait garder, laisser mourir mon logiciel en fait. Parce que sinon on se retrouve, par exemple, on est chez Centréon, avec de la supervision qui date d'il y a 10 ans, qui est totalement obsolète, et le jour où on se dit maintenant je vais pouvoir migrer, j'ai un petit peu de budget, etc. La dette technique est tellement grande que faut faire table rase et repartir de zéro. Ce qui peut être une bonne chose, ça permet d'avoir en fait des meilleures optimisations ou autres. Mais ça peut être tout le temps, on peut pas faire tout le temps et c'est un gros chantier. Et donc du coup, il faut avoir en tête aussi, dans son schéma directeur, on va dire, de penser, mon SI, comment je le maintiens dans le temps en prenant les versions entreprises, mais aussi se projeter dans l'avenir en disant, dans 5 ans, cette version entreprise-là, je vais migrer toute une partie du parc, peut-être refaire un audit aussi de l'état des systèmes open source pour se dire, j'avais des systèmes de virtualisation à l'ancienne, est-ce que je vais pas passer sur de la conteneurisation, par exemple? C'est toute la migration qui se fait maintenant des VM vers de l'OpenShift ou du Kubernetes aussi, de se dire, tiens, c'est peut-être un moment clé pour passer. Donc, l'open source s'inscrit dans une stratégie globale de comment je fais évoluer mon SI. Pour en venir à quelque chose qui est dans le livre blanc, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qui est pas bien connu, et moi-même, j'en avais pas conscience jusqu'à il y a quelques mois. Il y a un projet open source qui vient de France, créé à l'INRIA, c'est Scikit-learn, qui est au cœur de beaucoup de choses au niveau de l'intelligence artificielle maintenant. Je trouve que c'est un super exemple en termes de succès de l'open source en France, comme quoi on n'est pas juste des contributeurs parmi d'autres, mais on est aussi capable vraiment d'être force d'innovation, de pousser quelque chose qui est après adopté par tout le monde. Et Scikit-learn, c'est vraiment un exemple qui est magnifique parce que c'est vraiment un standard maintenant dans le monde scientifique. Donc, je crois que ça a été téléchargé des millions de fois, c'est utilisé par plein de gens dans le monde. Maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, ils ont créé une société qui s'appelle Probable. Je ne sais pas si vous avez interviewé. Non, on ne l'a pas interviewé, mais j'ai rencontré Yann. J'ai mangé son nom, je suis désolé. Mais je l'ai rencontré il y a quelques mois, effectivement. D'accord. Mais voilà, et donc, ils ont créé une société commerciale pour développer du service, de la certification autour de cette librairie. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Je crois qu'il y a 3 librairies qui sortent de l'INRIA. Mais oui, je pense qu'en France, on développe beaucoup de solutions, au sein du TOSIT aussi. Tout à fait. Je ne sais plus si c'est Enedis ou un autre acteur du TOSIT qui a aussi développé des solutions
open source. Donc non, maintenant ce qu'il faut trouver, c'est le rendre viable, avoir un business model adéquat. Et c'est l'enjeu. Centrion, c'est le cas par exemple, mais il y en a plein d'autres. Je parlais d'OCS Inventory avec FactorFX par exemple. Voilà, donc en effet, ça se développe énormément. Et tu disais effectivement trouver un modèle qui est viable, etc. Effectivement, ça c'est un point qui est important à mentionner. Les entreprises open source en France, les éditeurs open source et puis les sociétés qui aident et accompagnent, elles sont quand même plutôt en très bonne santé, ça se porte bien. C'est un secteur qui est en croissance et donc c'est vraiment fiable, on peut s'appuyer dessus. C'est pas uniquement les solutions techniques qui sont fiables, mais aussi on a des acteurs qui sont solides. Oui, Centrion, un très bon exemple. Bluemine, un très bon exemple aussi de société qui a très bien réussi sur la partie suite de messagerie, d'agenda, qui est extrêmement utilisée aussi en France et en dehors de la France maintenant. Ok, doucement, on arrive vers la fin de cet épisode. Là, je le remontre, c'est un livre blanc sur l'open source. Tu l'évoquais au début, vous allez travailler sur d'autres livres blancs. Un petit teasing sur le sujet ? Alors là, donc, comme je le disais, la thématique de l'année avec Jérôme, c'est la souveraineté. Donc on va avoir 4 livres blancs cette année. Alors je vais les citer sans que ce soit vraiment l'ordre à laquel ils vont sortir. On aura la surprise alors sur l'ordre. Il y en aura un bien entendu sur l'IA, parce que c'est un des sujets, notamment qu'est-ce que l'IA open source. Mais je vais pas lancer et l'ouvrir. Un grand débat. Avec la définition qui a été faite par l'OSI qui est un peu controversée. Donc voilà. Mais voilà, je pense que c'est important en tout cas de se positionner là-dessus. Et donc vous en saurez plus à travers le livre blanc qu'on est en train d'écrire. Il y en aura un autre sur la partie travail collaboratif, qu'on va coécrire avec Arawa, qui est aussi un de nos partenaires chez Oz, et Bluemine, et d'autres éditeurs. Il y en a un autre sur la partie cloud privé et cloud public, qu'on va aussi coécrire avec des partenaires, parce qu'il y a un enjeu assez fort, notamment suite au rachat qu'il y a eu, je le citais tout à l'heure, de VMware par Broadcom. Et donc des solutions alternatives dans l'infrastructure, tout ce qui est cloud native, tout ce qui est OpenStack, c'est un gros sujet. Et donc il y a plein de choses à dire autour de ces sujets-là. Je ne sais pas si tu voulais compléter. La ligne directrice de ces livres blancs, c'est le côté un peu donner des bases, donner des pointeurs. C'est pas du tout d'être exhaustif et de faire un livre qui fasse des centaines et des centaines de pages. C'est plus de faire un état des lieux, un instant T, pour donner, je suis un DSI, on me parle open source, c'est vraiment le fil rouge, c'est l'open source au travers d'une thématique. Et donc, l'IA et l'open source, ça sera, c'est pas d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est vraiment de dire, l'IA, l'open source, ça veut dire quoi ? Sur quoi je peux me baser pour après creuser le sujet si je veux aller plus loin. Donc, c'est vraiment un côté introduction, sensibilisation, vulgarisation. Tous les livres blancs sont sous licence Creative Commons, c'est-à-dire qu'après, ils peuvent évoluer, vivre leur propre vie, être de façon dérivée, etc. Nous, c'est vraiment, c'est une sorte de publicité qu'on fait pour notre structure et de donner des thématiques pour dire on a une base maintenant, une sorte de curation pour avoir un point d'entrée et après aller plus loin. Très bien. Et on peut retrouver donc ces livres blancs. C'est ce que j'allais dire. Alors. Il est sur le site d'Open Source Expert. Les prochains y seront aussi. Oui, tout à fait. Donc il ne faut pas hésiter à le télécharger. C'est gratuit à télécharger, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est vraiment intéressant. Ça donne les bonnes bases. C'est ce que tu disais. C'est pas quelque chose qui fait. C'est pas une bible de 500 pages. C'est vraiment très accessible. Ça se feuillette bien. Pour tout vous dire, chez Centrion, on va vous garder quelques exemplaires pour les laisser traîner, parce que d'un point de vue culture, c'est assez intéressant pour que les gens se renseignent là-dessus. Et en tout cas, moi, à titre personnel, je voulais vous remercier d'avoir travaillé sur ce sujet parce que c'est vraiment important d'avoir des documents de ce type-là. Donc puis merci de nous avoir invités à venir dans vos très beaux locaux, très bonne ici, d'enregistrement. Le studio s'appelle Hollywood parce que c'est vraiment très professionnel. Et on remercie au passage Ayoub et Fabrice qui sont cachés derrière. Vous ne les voyez pas, mais c'est grâce à eux que tout ça se fonctionne parfaitement. Écoutez, merci Jérôme, merci Cédric, merci d'être venu. Et puis, avec plaisir pour rediscuter une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci tout le monde. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis. N'hésitez pas à partager tout ça si vous n'avez pas du tout apprécié. Vous partagez aussi avec les personnes que vous n'aimez pas. Mais je préfère que vous appréciez quand même. Et puis, on se redonne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode de Tout est sous contrôle. Au revoir.